Fête cette année ses 10 ans. 10 ans au cours desquels l'association a eu la possibilité et la chance de mettre en œuvre diverses actions majeures au profit des personnes handicapées, dont principalement l'ouverture d'un centre aéré sur Monaco et la construction et l'ouverture en juin 2013 dans l'ARPI niçois de la Maison d'Amélie, première maison d'accueil pour séjour de répit pour personnes handicapées et leurs familles. Ce concept unique a rencontré une large écoute auprès des personnes et des professionnels et nous avons aujourd'hui commencé son extension. Ces premières assises monégasques ont pour vocation de s'inscrire dans la durée et de permettre de se faire rencontrer les scientifiques, professionnels, associations œuvrant dans le domaine du handicap et de l'autisme, ainsi que les familles concernées dans leur quotidien. Pour cette journée, nous avons pris le parti d'explorer des thèmes qui concernent la petite enfance, l'adolescence, mais aussi l'âge adulte, considérant la personne dans sa globalité. Comme pour les enfants et personnes ordinaires, chaque stade de la vie revêt son importance et il appartient aux États et à la société civile de les accompagner sur le chemin de leur vie en prenant compte leurs particularités et individualités. Ces sujets prennent toute leur acuité alors que le gouvernement français a affirmé sa volonté de soutenir les personnes souffrant d'autisme, notamment grâce au 4e plan autisme, et que la principauté s'est dotée le 2 décembre 2014 d'une loi cadre sur le handicap et a ratifié le 19 septembre 2017 la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Celle-ci est entrée en vigueur en principauté le 18 octobre dernier. De ce texte fondamental, je citerai aujourd'hui quelques principes fondamentaux en lien avec cette journée. Ainsi, la Convention qui reconnaît en préambule la diversité des personnes handicapées stipule qu'il importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l'éducation, ainsi qu'à l'information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes leurs libertés fondamentales. Les États signataires affirment être convaincus que la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et de l'État, et que les personnes handicapées et les membres de leur famille devraient recevoir la protection et l'aide nécessaires pour que les familles puissent contribuer à pleine et égale jouissance de leurs droits pour les personnes handicapées. Pour finir, je citerai 2 définitions clés de l'article 2, cœur de notre sujet de ce jour. On entend par communication, entre autres, les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédia accessibles, ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorés et alternatives à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l'information et de la communication accessible. Également, on entend par langue, entre autres, les langues parlées et les langues des signes et autres formes de langues non parlées. Je suis extrêmement honorée de recevoir aujourd'hui ici les éminents scientifiques, chercheurs et professeurs qui ont répondu avec élan et générosité à notre invitation, et ce malgré des agendas extrêmement chargés. Ainsi, j'adresse mes chaleureux remerciements à Monsieur le professeur Christophe Guilberg, Madame le professeur Frédéric Bonnet-Brio, Monsieur le docteur Christian Richen, Monsieur le professeur Joël Swensen, Madame le docteur Cynthia Piracini, Madame le professeur Marie-Louise Kemmel. Je remercie très sincèrement et très particulièrement Madame le professeur Catherine Barthélémy, sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu, ainsi que pour son investissement personnel et amical à nos côtés. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi de participer à ces assises anniversaires
10e anniversaire de l'association Monaco Disease Power, qui est une association remarquable par ses objectifs, sa qualité de relation avec non seulement les usagers, les personnes handicapées, leurs familles, mais aussi avec le grand public. Et une association qui a créé des services qui sont à la disposition, qui sont accessibles à tous et à tout moment. Et puis aussi une association dans laquelle l'amitié est, on va dire, la clé de sol, le là. Et je suis très heureuse d'être accompagnée en tant que médecin et, comme vous le savez, un petit peu engagée dans l'autisme auprès des mamans en particulier, et puis aussi auprès de ces enfants qui deviennent ensuite des adolescents, des adultes et des personnes âgées. Nous avons la chance d'avoir des réponses positives à nos appels, à nos invitations, par les meilleurs spécialistes de la question, qui font partie d'un réseau mondial. Et dans le monde entier, il y a un accord pour développer des pratiques auprès de ces enfants. Vous allez voir à quel point il est important d'avoir des équipes médicales, des équipes de psychologues, de spécialistes du développement, de la communication, mais aussi des apprentissages, qui proposent à l'enfant et qui guident cet enfant vers des activités, des rééducations, mais aussi des soins spécialisés qui leur conviennent au mieux le plus tôt possible dans la vie. Donc les enjeux de la toute petite enfance sont évidemment ceux de ce qu'on appellera les complications qui sont liées aux troubles premiers de l'autisme. Et ces enfants qui paraissent sourds à la voix humaine, qui ne regardent pas les autres de la même façon, qui n'ont pas ces attitudes, on va dire, motrices et émotionnelles, naturellement orientées vers les autres, et puis qui ont un attachement à des activités qu'on appelle répétées, avec un répertoire assez pauvre de leurs pensées, de leurs intérêts. Et ces enfants qui sont rapidement désocialisés et qui étaient rapidement désocialisés parce qu'on pensait qu'ils étaient turbulents ou qu'ils étaient déficients intellectuels ou qu'ils étaient caractériels et mal éduqués. Alors, bien sûr, tout a changé. Ces 30 dernières années, on est passé d'une conception qui était l'autisme lié à des erreurs maternelles à une conception qui est celle du neurodéveloppement. Et la place de l'autisme dans le neurodéveloppement et les troubles du neurodéveloppement de l'enfant est majeure. Les enjeux de notre 21e siècle sont évidemment la détection précoce. Et cette détection précoce, elle repose non seulement sur la sensibilisation du grand public, l'aide à la famille à s'orienter facilement vers des personnes qui sont compétentes pour les aider à trouver ce dont souffre l'enfant, mais aussi la formation des professionnels dans les universités, dans les écoles spécialisées. En connaître les mécanismes, voilà, ce matin, la complexité, comprendre les mécanismes qui font que cet enfant ne s'inscrit pas dans une interaction, dans une relation, on va dire, synchronisée avec l'autre, au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière. Vous voyez, ces enfants semblent empêchés, dans leur fonctionnement général, à être en accordage, on va dire, rapide avec l'autre et bien ciblé. Donc, on a découvert, là aussi ces 20 dernières années, que dans le cerveau, et je dirais même dans le système nerveux global de ces enfants, il y avait des différences. On ne va pas dire des troubles, mais des réglages différents de ces systèmes à l'intérieur de notre corps
qui permettent de comprendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre veut faire, ce que l'autre attend. Et ces systèmes sont des systèmes complexes qui sont basés sur des cellules nerveuses qui sont connectées les unes aux autres. Et le développement de ce système subit dans l'autisme des cascades, et évidemment qui amènent cet enfant vers le handicap si, malheureusement, on n'a pas l'occasion de le rencontrer et de l'aider le plus tôt possible. Et puis, bien entendu, la science est là et les praticiens sont là. Il y a dans nos services, dans nos hôpitaux universitaires, d'excellents maîtres de la clinique. Et il est important que ce message passe et que nos jeunes docteurs, nos jeunes professionnels des équipes pluridisciplinaires puissent apprendre la clinique, apprendre à reconnaître ces enfants et à les aider dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé important d'inviter un praticien, un maître de la clinique, du neurodéveloppement et de l'autisme pour nous aider à comprendre quels étaient ces enjeux au quotidien et alerter, on va dire, nos autorités, les grandes institutions de nos pays à l'aide à ces personnes qui vont être des personnes clés, puisque c'est eux qui vont rencontrer l'enfant. La maman arrive avec sa poussette à la consultation. Elle est accompagnée ou non de son mari, des frères et sœurs. Et cet enfant, dans la poussette, il lui pose des questions. Elle se demande ce qu'il a et pourquoi il est comme ça. Elle n'a pas d'explication. Et l'équipe que va rencontrer cette maman avec son petit enfant dans la poussette, cette rencontre va être le départ d'une longue histoire qui va durer toute la vie. Et cette première rencontre ne peut pas être ratée. En 2017, cette première rencontre ne peut pas être ratée. Donc il y a un enjeu de formation clinique, d'entraînement, qui est un entraînement à la pratique. Alors, diapositive suivante. Cet après-midi, donc nous allons nous détendre à midi, et puis ce sera l'occasion aussi d'échanger avec les grands spécialistes et qui viennent du monde entier. Et nous allons cet après-midi comprendre aussi comment, en 2017, à partir de 2017, il nous faut changer nos habitudes. On a l'habitude d'être derrière un bureau, dans une salle, avec des collègues, des professionnels, et puis cet enfant qui est un enfant qui a une famille, qui a une maison, qui a sa petite chambre, qui a ses jouets, eh bien, il est tout à coup transporté dans des endroits qu'il ne connaît pas, avec des personnes qu'il ne connaît pas, avec des jouets qu'il ne connaît pas. Et bien souvent, le regard clinique qu'on pense très pointu est un peu faussé, parce que le meilleur endroit pour examiner l'enfant, pour parler à la maman, c'est sans doute dans son salon ou en prenant le café dans sa cuisine. Vous voyez ? Et donc, c'est le développement de ces nouvelles technologies qui vont ouvrir les frontières entre ce qu'on appelle l'écosystème de l'enfant et puis les services les plus spécialisés. Donc, il nous faut développer ces systèmes pour qu'on puisse accéder à l'information dans un contexte qui est celui de l'enfant, de sa famille, le contexte le plus juste. Voilà. Alors ensuite, c'est vrai que je vous ai parlé beaucoup des enfants, et quand je dis enfant, c'est l'enfant qui va aussi grandir, devenir adolescent. Avec l'adolescence, vous savez, qui de toute façon est une période toujours un petit peu rock'n'roll, hein, c'est comme ça. Alors, avec les enfants et les adolescents autistes, ça pose des problèmes. Il y a cette période, et puis ensuite on devient adulte. Est-ce qu'on aura un métier? Est-ce qu'on va faire quelque chose? Est-ce qu'on va être utile? Les personnes avec autisme, quand elles sortent de l'école, et quand elles ont eu la chance d'y aller, et qu'elles deviennent adultes, eh bien, tout le monde les oublie. Tout le monde les oublie, sauf la famille.
et sauf eux-mêmes. Et donc là aussi, à partir de 2017, on n'a pas le droit d'oublier les personnes adultes avec autisme. Elles doivent se sentir utiles, se sentir aidées, se sentir aimées et se sentir une personne dans la société. Donc c'est le travail du pilote d'une équipe italienne. C'est une équipe que, là aussi, avec laquelle je travaille depuis de très, très, très nombreuses années et qui a pu, sur le terrain, développer des services extrêmement intéressants de ce point de vue. Et puis ensuite, c'est la recherche. La recherche, vous savez, les chercheurs sont formidables. Les chercheurs sont formidables. On a des jeunes qui savent, par exemple, cultiver des cellules du cerveau, et puis regarder comment elles se connectent les unes avec les autres, faire de petits dosages. Et il y a des chercheurs qui développent des techniques extraordinaires avec des modèles mathématiques pour comprendre comment marche le cerveau quand on pense, quand on est heureux, quand on est en colère, etc. Il y a des chercheurs qui sont des chercheurs qui connaissent la sociologie, qui connaissent les relations entre les personnes et qui sont capables de modéliser aussi ces systèmes. Donc la recherche, c'est tout ça, mais ces chercheurs qui ont fait des études, qui ont fait des grandes écoles, qui sont des polytechniciens ou des biologistes qui ont fait des sciences ou des éthologues, sont des personnes qui ne connaissent pas forcément l'autisme. Et donc, il faut les attirer vers nous. Donc, pour les attirer, il faut qu'ils nous connaissent. Et la lisibilité de la recherche dans un pays, dans une région du monde, elle passe aussi par la connexion entre les équipes qui existent déjà pour draguer, pour attirer les jeunes. Et pour attirer les jeunes, non seulement il faut se faire connaître, mais il faut aussi leur donner de l'argent pour qu'ils puissent habiter un petit moment, aller à Göteborg, aller à Bordeaux, aller à New York, aller à Harvard, etc., etc. Donc, ça, c'est très, très important. C'est ce qu'on appellera la structuration, l'organisation, et ce sera la fin de la journée. Je suis sûre qu'on aura passé une très, très bonne journée. Je vous remercie infiniment d'être là et parler de tout ce qui s'est passé. Vous photocopiez le programme, vous dites « Oh là là, vous savez, à Monaco, on a fait un truc super. » On a entendu des grands médecins, des grands chercheurs, des grands psychologues de l'autisme. Merci. I'm going to just briefly review some of the things that were already said about me. The reason I'm doing this is because I know from experience that if you're looking at children and adults with autism and related disorders, they actually look the same, whether you're in Japan or Norway or the United States or France or Monaco. They are very similar to each other in so many different ways. We then did studies in various places across the planet, particularly a big study in Norway where we looked at the rate of autism symptoms in the general population of children, finding that only 15%, 15% of the whole child population in Bergen, Norway, had no autism suspected symptom. 15% had no autism suspected symptom. 85% had one or more autism suspected symptom. So it's not normal to not have any autism symptoms. Finally, what can you do in order to help people with essence or autism? Well, first of all, I think the most important thing is to recognize that this is what it looks like. Essence is what it looks like. It's not just autism. So you should diagnose autism when the child fits criteria for autism. But the next thing you have to do if you do that is to think, what else? So that you actually don't miss other treatable conditions.
If you look at the outcome prognosis of children with autism, you'll find autism symptoms in the first few years of life do not predict outcome. You could have 100 symptoms of autism when you're 2 and yet do quite well when you're 30. But if you have low or very low IQ, if you have a language disorder, if you have ADHD, or if you have epilepsy, that will tell you something about the long-term outcome. But currently, people are not looking at autism from this point of view. They're thinking the only important thing is to do the ADI and the ADOS, and hip hooray, now we know it's autism. I am a very great skeptic of the whole industry that surrounds the ADI and ADOS. Experienced clinicians are always better than the ADI and the ADOS. The ADI and the ADOS was created on the basis of validation from experts in the field, and so they can never be better than experienced clinicians. I'm not saying they cannot be used or should not be used, but please don't believe in them like a religious sort of idea that, oh, if we've done the ADOS and the ADI, everything will be fine. Please look out instead for all the other essence problems. Alors je vais vous présenter, puisque c'était ce qui avait été aussi demandé, justement, je vous parle de la cascade développementale. Je vais essayer de vous présenter un peu les recherches qui sont faites dans notre centre, en sachant que justement ce centre, il n'est pas uniquement un centre de recherche, il est d'abord un centre clinique, d'abord un centre de pédopsychiatrie où justement les enfants, les jeunes adultes et même, je vais vous parler à la fin justement des personnes un peu plus âgées, sont diagnostiqués, évalués, pris en charge, accompagnés. Et bien évidemment, pour répondre un petit peu à votre question, madame, il existe quand même quelques centres en France où nous avons, depuis très longtemps, puisque mme Barthélémy l'a rappelé, hein, c'était historique justement à Tours, mais il y a aussi d'autres maintenant, d'autres équipes françaises, où le diagnostic de l'autisme, pour être dans la continuité du professeur Gilberg, n'est pas uniquement un diagnostic, ce qu'on appelle catégoriel et comportemental, il est forcément un diagnostic fonctionnel. Et donc, quand on pose un diagnostic d'autisme en 2017 en France, on le pose en faisant justement l'ensemble de ces évaluations, c'est-à-dire qu'on va rechercher bien sûr les deux dimensions au cœur de l'autisme. On ne peut pas parler d'autisme s'il n'y a pas justement ces troubles de la communication, des interactions et cette particularité du fonctionnement, du rapport au monde qui fait que ces enfants, puis ces jeunes adultes, sont en effet dans une forme de rigidité du fonctionnement, dans leurs intérêts, dans leur comportement. Ça, c'est le cœur de l'autisme. Mais ensuite, une fois qu'on a dit ça et qu'on a aussi caractérisé donc en termes de sévérité, on a fait que, on va dire, un tiers du chemin, puisqu'on fait forcément systématiquement associer à cette évaluation une évaluation fonctionnelle dans le domaine langagier, dans le domaine cognitif, dans le domaine sensorimoteur. Comment est-ce que cet enfant parle, comment est-ce que cet enfant utilise son langage, comment est-ce que cet enfant a des fonctions cognitives qui sont ou pas atypiques, et comment il transforme ses compétences cognitives en performance, par exemple, d'apprentissage académique scolaire. Et puis, bien sûr, on va rechercher les fameuses comorbidités, puisque, comme le disait le professeur Gilbert, 70% de comorbidité, ça veut dire que finalement, si on ne la trouve pas, probablement qu'on est peut-être passé à côté, donc il faut la chercher. Cette comorbidité, elle peut être neurodéveloppementale, elle peut être pédopsychiatrique, elle peut être aussi génétique ou médicale. Donc tous ces enfants doivent être examinés sur un plan pédiatrique, sur un plan neuropédiatrique, être explorés, voire aussi avoir une consultation de génétique. Et puis aussi, on fait des consultations sommeil, on évalue l'alimentation, on évalue la croissance, et puis on va refaire ces évaluations au cours du temps, parce qu'elles vont nous servir justement à préciser aux familles quel est le programme d'accompagnement thérapeutique et d'accompagnement au sens plus large du terme dont cet enfant a besoin. Donc en effet, c'est la clinique de 2017, alors qui n'est pas que de 2017, puisqu'elle est même depuis quelques années. Elle est forcément pluridisciplinaire, elle ne peut pas se faire uniquement avec un docteur dans un coin, et elle est forcément fonctionnelle. Et ça, c'est ce qu'on met en place, évidemment,
dans le centre en essayant de définir aussi justement une procédure qui permet aux personnes d'enrichir leur évaluation fonctionnelle. On a eu ce matin des exposés extrêmement brillants qui nous ouvrent beaucoup de perspectives, qui nous compliquent un peu la vie, parce que ça a été dit dans l'assistance, effectivement, finalement, d'un côté, on veut des diagnostics très précis, et de l'autre côté, on s'aperçoit que tout ça est très intriqué, et que, justement, il n'y a pas de diagnostic très précis, parce qu'on est dans le neurodéveloppement, avec tout ce que ça comporte, qui fait que, finalement, chaque enfant a son propre diagnostic. Donc, il faut que nous fassions avec tout ça pour pouvoir effectivement proposer des prises en charge qui sont des prises en charge qui doivent être absolument précoces. Le professeur Bonnet-Brion nous l'a montré. Hein. Tout se passe en fait presque avant la naissance. Donc il faut vraiment qu'on intervienne très tôt. Mais à un moment où justement des difficultés qui paraissent très différentes peuvent donner une symptomatologie qui est très proche. Trouble du langage, trouble de l'attention, déficience intellectuelle, trouble du spectre autistique, finalement, chez un tout petit bébé, on a des signes, on se dit il se passe quelque chose, ce bébé il n'a pas un développement tout à fait satisfaisant, mais pour faire un diagnostic précis, c'est difficile. Et aujourd'hui, les parents, et on le comprend à juste titre, sont en demande de diagnostic précis, diagnostic qu'on ne peut pas faire. Il y a de plus en plus d'éléments de tests, de choses comme ça, qui font que, et nous les voyons dans nos consultations arriver, les parents ont fait plein d'évaluations avec des neuropsychologues, etc. Et alors je suis ça, parce qu'en bas de chaque bilan, il y a un diagnostic qui a été précis. Et en fait, tout ça doit s'intégrer face à un enfant et de comprendre comment on est arrivé à ces troubles paraît l'objectif principal, parce que tant qu'on n'a pas compris ça, la prise en charge ne peut pas être adaptée, et elle est effectivement, alors c'est peut-être pas de la médecine de précision, mais un peu quand même, elle doit être véritablement adaptée à l'enfant. Le diagnostic d'autisme ne doit pas être attendu, parce que malgré tout, ce diagnostic, il va peut-être être posé à 2, 3, 4 ans. Il ne doit pas être attendu pour mettre en place un suivi et mettre en place une prise en charge. Et ça, c'est une des caractéristiques des troubles neurodéveloppementaux. En médecine, en règle générale, on fait un diagnostic. Une fois que le diagnostic est fait, on vous donne un traitement et puis on essaie de vous guérir. Dans le cas des troubles neurodéveloppementaux, on fait un diagnostic, il y a quelque chose qui ne va pas, on met en place quelque chose et puis on cherche le pourquoi en parallèle. Parfois, ce pourquoi peut mettre des années à revenir. C'est pour ça que d'un côté, le diagnostic, je comprends le besoin des parents d'avoir un diagnostic, mais ce diagnostic, il nous enferme dans quelque chose qui, à mon avis, n'est pas toujours positif. Il vaut mieux, peut-être, parler de troubles du développement, mais ça peut s'expliquer. Nous sommes, nous aussi, dans un cheminement par tâtonnement, qu'on essaye, qu'on a des idées, qu'on propose certaines choses pour telle et telle raison, pas uniquement parce que ça nous est passé par la tête, mais qu'en même temps, ça n'est pas la vérité, et que c'est l'enfant qui nous dira, a posteriori, ça marche pas. En conclusion, c'est une pathologie en pleine expansion, et à chaque fois que je vais dans un colloque où je me dis je sais, je sors en me disant j'ai rien compris, c'est encore plus compliqué que ce que je pensais. On avance malgré tout dans le diagnostic, dans la compréhension, mais vous voyez, le plus difficile reste à faire. Et effectivement, l'autisme, c'est une pathologie, c'est un spectre, comme son nom l'indique, parce qu'il y a plein de causes différentes. Et à partir de là, il y a tout le champ de l'environnement, de sa responsabilité dans ce que nous sommes et de ce que nous allons devenir. Et ça, je crois que véritablement, on n'en est qu'aux prémices. On va utiliser les outils, et là, je parle que pour la recherche pour l'instant, les outils mobiles. Évidemment, maintenant, c'est le smartphone, qui permettent la collecte ambulatoire de données et nombreuses fois pendant la journée. Dans un objectif recherche, de collecter un échantillon représentatif des comportements, pensées et symptômes dans les contextes authentiques de la vie quotidienne, et dans un objectif clinique, d'intervenir au moment où la patiente en a le plus besoin, et pas 2 semaines après qu'on est là de rendez-vous avec le clinicien. Donc, très clairement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner un smartphone préprogrammé. Et à 10h36, ça va sonner et ça va administrer un bref entretien électronique qui collecte des informations sur maintes choses, par exemple vos interactions sociales, votre degré de stress ou événements vécus, vos activités,
votre état émotionnel, etc. Ça prend 1 minute 30 ou 2 minutes. Mais ce qui est important, c'est que je vais le répéter à maintes reprises dans la journée, et ce, par exemple, pendant 1 semaine. Après que j'ai pris mon épuisette et j'ai pris un échantillonnage de vos expériences, je peux revenir aux données. Le patient est naïf par rapport à nos hypothèses. Je peux isoler les variables éventuelles qui m'intéressent et je peux voir le lien en temps réel dynamique entre ces deux variables. Donc, ça nous aide de capter des informations dans le moment et en contexte réel pour examiner le phénomène qui nous intéresse. Une app, et ça c'est une question importante, et encore on n'a pas la réponse. Une app, est-ce que ça peut éventuellement décourager le patient de voir le médecin directement parce qu'il pense qu'il est déjà pris en charge ou elle a sa solution? C'est un problème. Et enfin, l'étude sur l'efficacité des interventions mobiles qui a montré une efficacité sont typiquement de courte durée, de 12 semaines. Est-ce que cette patiente va utiliser l'app après ça? Donc, je ne voulais pas terminer avec quelque chose de négatif, mais plutôt un message de prudence. L'âge de technologie mobile, oui, ça a révolutionné la recherche, ça va continuer. Pour la prise en charge, c'est complètement une autre affaire. Ça peut même parfois être dangereux, mais il y a aussi des promesses. I am Cinzia Piraccini. I am a neuropsychiatrist for children, and I work in the public health service in Tuscany. I am referent for autism of an area of public service, a petite area, and in my service, autism is divided in 3 parts. One part for range age to from 0 to 8, and in this part we have a taking care for children ambulatory, but also at home and at school. In the range age from 8 to 25, we have the house of Ventignano. The other part is the service for adults, but this service is a new service and is an evolution, but this service there is, so is important. The house of Ventignano is a daily service and it is a presidium of mental health service of territory and police territory. Our working group is formed by a neuropsychiatrist, I, and 1 psychologist, 5 professional educators, 2 logopedists, 1 psychomotricist, 1 plant nurse for the garden and ortho. Ventignano aims are joints, family and child in the growth path towards adult by ensuring continuity of taking charge. Ventignano, it is not a container for a specific user, but is a rehabilitation enabling service for growth, for autonomy, for integration, and for work. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'autisme. Je vais vous parler de l'organisation de la recherche. Il y a 5 ans, j'ai rejoint l'Alliance Avisan, l'Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé. Donc, Avisan est constitué de 9 instituts thématiques multi-organismes. Thématiques, pourquoi? Parce que les sciences de la vie et de la santé ont été divisées en 9 grands domaines des sciences de la vie. Pour nous, c'est les neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie.
C'est une petite équipe, 2 directeurs, un qui représente l'INSERM et l'autre le CNRS, puisque nos forces sont principalement localisées dans ces 2 grands organismes. Alors, les maladies du cerveau et du système nerveux représentent le premier poste de dépenses en santé, toutes pathologies confondues. Si vous ajoutez les dépenses du cancer et des maladies cardiaques, donc c'est cancer plus maladies cardiaques, vous n'arrivez pas encore aux dépenses des maladies du cerveau. Et c'est dans ce contexte que l'on a créé le réseau Recherche Autisme, dont le titre est « Dynamique et pathologie du neurodéveloppement dans l'autisme, du fœtus à l'âge adulte, fenêtre critique, dysfonctionnement pivot ». Eh bien, il y a un comité de surveillance avec Catherine Barthélémy, les 2 directeurs de l'ITMO, Étienne Hirsch, Bernard Poulain et moi-même, et les représentants des associations et fondations partenaires du réseau. Un comité de pilotage. Les objectifs généraux, donc c'est l'identification des dysfonctionnements pivots, donc de la molécule du réseau neuronal à la thérapeutique. Donc, comment s'organise le réseau? C'est une proposition. Pour le moment, nous avons 4 principaux axes qui sont séparés en fonction des âges. Et en plus de ces 4 axes, nous avons des axes transversaux, donc qui sont plus des approches technologiques qui vont pouvoir s'appliquer aux 4 axes précédents. En résumé, le réseau Recherche Autisme au sein de la recherche en neurosciences se nourrit des connaissances et découvertes liées à d'autres pathologies. C'est un point absolument fondamental. Ce n'est pas parce que l'on fait de la recherche sur l'autisme qu'il faut rester cloisonné dans la recherche sur l'autisme. Les recherches sur les maladies neurodégénératives peuvent apporter des données qui peuvent être bénéfiques à l'autisme et vice-versa. Donc il est très important que tous les domaines des neurosciences puissent échanger et puissent participer à des discussions pour s'enrichir les uns les autres.